Bonjour et bienvenue sur Philosophiae. Je vous propose ici une petite analyse du livre de Michel Schneider, Big Mother, Psychopathologie de la vie politique. Alors, psychopathologie de la vie politique, en effet, mais aussi vie politique psychopathogène. Je ne résumerai pas ici le livre pour lui-même et l'utiliserai comme un éclairage, encore, par rapport à ce freudo-marxisme en général, mais ce freudo-marxisme 2.0 qui est, je pense, cet objet culturel mal identifié, à savoir le wokisme actuel comme point très significatif ou comme apothéose de la trajectoire de notre développement idéologico-culturel, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale en fait, et sous l'influence états-unienne, évidemment. Donc l'auteur ne fait pas comme moi le lien entre la culture de son époque et le freudo-marxisme et le culturalisme, mais il fait référence à Adorno et la personnalité autoritaire vers la fin de l'ouvrage. Mais en fait, c'est surtout son descriptif de la société qui m'apparaît probant. J'ai trouvé dans ce livre une confirmation de pas mal de mes intuitions, en fait, ce qui est toujours, disons, rationnellement rassurant, et puis c'est un psychologue quand même d'un certain niveau. Écoutons d'emblée ce passage assez éclairant de l'auteur par rapport à notre sujet, et pour exprimer la thèse qui est défendue dans le livre. En politique, nous sommes tous un peu singes, masquant d'une résistance mimétique une soumission foncière aux vraies puissances. Jamais n'est plus profonde l'abjecte passion d'obéir que quand elle prend le masque de la rébellion. Mais rien de tel pour affermir une domination réelle et actuelle que de feindre d'en combattre une autre, imaginaire et dépassée. Ainsi, encore, le système capitaliste serait conservateur, réactionnaire, patriarcal bien sûr, et fondé sur la répression du désir. La réalité est tout autre. La domination passe aujourd'hui par le progrès et le progressisme, la modernisation et l'emprise maternante. Concernant le plan, avant de parler directement du livre, je ferai quand même quelques rappels quant au cadre théorique de la psychanalyse, en particulier concernant le maternage et le sentiment océanique, le narcissisme primaire. Aussi, je ferai des réserves épistémologiques, parce que la psychanalyse est une science qui est, disons, interprétativiste, très basée sur les associations, et que, de par son objet, elle est, disons, fragile. Je ferai une remarque sur le maternel en psychanalyse, afin de un peu nous immuniser de la guerre des sexes qui est si centrale à notre époque, pour que quand même la thèse de l'auteur soit audible. Et enfin, je parlerai du livre avec cette idée de malaise sans la civilisation, de la maternisation du monde, et son sentiment par rapport à l'autorité vers la fin de l'ouvrage. Donc j'aborde ici le livre dans le cadre de ma réflexion exploratoire sur ce que j'appellerai pour l'heure une ingénierie psychosociale pro-régressiste. On pourrait dire aussi consuméristico-compatible, si on veut pas dire capitalistico-régressive. Et qui est typique d'un peut-être mal nommé freudo-marxisme, et que je trouve toujours très actif, une ingénierie très active et dominante. Donc vous l'avez vu, je mets bien en gras le ré dans pro-régressiste, c'est la note qui manquait pour cette mélodie pseudo-progressiste, je pense. Avant de commencer l'exposition du livre, en ce qu'il nous éclaire donc sur le freudo-marxisme comme inversion culturelle, comme déconstruction de la personnalité de base traditionnelle ou autoritaire, et dès lors promotion de la personnalité de base narcissico-hédoniste, dit-on parfois, ce qui est très proche de pro-régressiste, je trouve, et consumériste. Et bien dans ce cadre, il me semble adéquat de faire quelques remarques pédagogiques quant à la psychanalyse, et pour ce faire, je placerai la vidéo sous le signe un peu thalassocratique, et il sera question du maternage, du sentiment océanique, de cette nostalgie de la prime enfance, voire même de la vie intra-utérine. Alors justement, rappel quant au cadre théorique de la psychanalyse. Je me suis dit qu'il n'était pas inutile de proposer un néologisme pédagogique et transitoire comme celui de maternage avec l'accent circonflexe sur le « a », afin de substituer une perspective temporelle à une perspective concentrée sur le genre, un peu comme parce que c'est un peu la passion révolutionnaire officielle de notre époque. Je crois qu'il faut ici s'en détacher temporairement. En effet, le maternel dans la psychanalyse est associé au maternage, du fait de la gestation humaine,
de la fusion entre la mère et l'enfant, et des intenses soins prodigués par la mère durant la prime enfance. Dès lors, la recherche du maternel, du maternage, peuvent être entendues à l'âge adulte comme des éléments régressifs, associés à la prime enfance justement. Encore, l'amour inconditionnel d'une mère laisse une marque indélébile, une forte nostalgie, plus ou moins consciente dans l'âme humaine. Il s'agit donc là d'interprétations ayant pour base la biologie, du fait de l'appartenance de notre espèce à la classe des mammifères qui allaitent. On peut penser en effet aussi à la grossesse et à la plus grande dépendance du bébé humain, à la naissance comparativement prématurée par rapport aux autres espèces. On parle aussi parfois de néoténie, et aussi d'altricialité secondaire, c'est un concept qu'on doit à Adolphe Portman. Bref, des faits fondamentaux pour tout psychologue un tant soit peu soucieux de réalisme biologique, et c'était le cas de Freud himself. Donc il y aurait d'un côté des éléments biologiques auxquels s'ajoutent des éléments symboliques, culturels, qui se veulent confirmer un peu cette dualité père-mère dont nous parlons. Donc la mère comme archétype représente temporellement le lien avec l'origine. Poursuivons encore sur cette idée. Le sentiment océanique, le narcissisme primaire et la vie intra-utérine. Donc le sentiment océanique va illustrer encore le maternage comme archétype nostalgique. Il y a dans l'élément aquatique cette idée du maternage. Nous flottons, nous nous sentons en symbiose avec la nature et son immensité. Freud mentionne ce sentiment océanique au début de son malaise dans la culture ou civilisation, suite à une remarque d'un lecteur quant à son ouvrage L'avenir d'une illusion, qui précédait et qui traitait justement de la religion. Ce sentiment-là, océanique, ne serait-il pas la marque même, l'origine du sentiment religieux, plus que la détresse infantile et le besoin du père? Telle est la thèse que soumet Romain Rolland, correspondant de Freud de 1923-1936, un autre psychologue. Freud développe alors toute une argumentation intéressante, en particulier sur le narcissisme primaire, comme indistinction entre le moi et le monde, indistinction originaire entre le moi et le monde. Et oui, notre rapport au monde, à la conscience de son extériorité, se construit progressivement. Elle n'est pas donnée d'emblée. Tel est le narcissisme primaire au sens d'originel, cet état psychologique d'indistinction moi-monde. Romain Rolland éprouvait ce sentiment depuis son enfance. Ce sentiment océanique peut en effet être expérimenté, telle une preuve esthétique ou sensitive de l'existence de Dieu, comme un signe du divin. Ce qui étonne, c'est que Freud ne ramène pas ce sentiment au maternel, ou à une nostalgie de la vie intra-utérine. Apparemment, cette idée, c'est plutôt Rank qui la développe. Et ce, malgré la voie prise du narcissisme primaire. Il l'explique par le narcissisme primaire. Il en reste à son idée de la religion comme compensation de la détresse infantile et du besoin de protection paternelle à l'âge adulte, conformément à la thèse de l'avenir d'une illusion. Quelques remarques. Au fond, il doit probablement y avoir dans ce genre d'expérience océanique un mélange de beauté, d'immensité, mais surtout peut-être la perception de notre petitesse, de notre insignifiance. La nature remettant l'ego à sa place, ouvrant l'individu sur l'idée qu'il y a quelque chose d'infiniment supérieur à admirer au-delà de son petit moi, comme l'univers et le divin. Cette idée de sentiment océanique, Romain Rolland la retrouverait aussi dans la lecture de l'Éthique de Spinoza. Spinoza, on le rappelle, est un penseur panthéiste, donc pan c'est la nature, le tout, théiste c'est Dieu, ce qui signifie que Dieu n'est pas transcendant au monde, ou ne serait pas transcendant au monde, mais immanent. C'est-à-dire ici le monde lui-même, Deus sive natura, un Dieu, c'est-à-dire la nature, dit Spinoza. Ce Dieu naturel donc se développerait dans le monde dont nous faisons partie. Le moi alors ne serait qu'une émanation de ce tout. Et une telle philosophie en effet mécaniquement dévalue l'ego individuel, ce dernier n'étant qu'une infime partie d'un grand tout qui lui est éternel. Dévalue l'ego, mais peut-être aussi le rassure en lui attribuant une appartenance en quelque sorte éternelle. Et donc vous voyez l'idée générale. On croirait peut-être avoir affaire à des révélations totalisantes et fusionnelles, là où il n'y aurait probablement que régression vers un stade antérieur du psychisme, si on en croit Freud. Encore, il y aurait en nous cette pulsion symbiotique du retour à l'origine, de la fusion rassurante avec le tout.
fusion, et si on pense à Fromm, nous libérant du fardeau de notre moi et de notre individualité. Peut-être pourrait-on parler de compensation narcissique panthéiste, ce qui se rapprocherait de la pulsion symbiotique. Un tel abandon, du moins, pourrait peut-être encore se comprendre comme l'expression de la pulsion de mort ou du principe du nirvana, cette volonté de retour à l'apaisement de l'inorganique. Cette thèse assez étonnante chez Freud, qui le fait réfléchir au-delà du principe de plaisir. Que Freud en reste à une dérivation paternelle de la religion et non maternelle me semble peut-être pouvoir être dépassé en adoptant le point de vue de Fromm dans l'art d'aimer. Le père servirait de principe pour les religions de Dieu transcendant et la mère pour les religions de type un peu panthéiste ou première, originelle. Et que la religion elle-même donc passerait du maternel au paternel, pour ensuite, de mémoire, chez Fromm, l'idée qu'on dépersonnalise le divin. En ce sens, alors, le sentiment océanique serait religieux dans le sens maternant. Or, ce sentiment est nécessairement très puissant. Fromm estime par exemple que l'amour d'une mère est inconditionnel, à la différence de l'amour du père. Toutefois, cet amour inconditionnel, même s'il peut poser des problèmes concernant la psychologie de l'individu, puisque après l'enfant va avoir un peu l'habitude que les autres soient toujours là pour le satisfaire, vous voyez l'idée. Mais toutefois, cet amour inconditionnel marque profondément la psychologie humaine. Elle en constitue un modèle et nécessairement une forme de nostalgie dans les moments de détresse. Réserve épistémologique. La psychanalyse comme science associativiste ou interprétativiste, par nature fragile. On comprend bien que le sentiment océanique peut être appréhendé de manière bien différente. Crainte d'effondrement chez Winnicott, ou sexualité réunion homme-femme chez Ferenczi. Et la pulsion symbiotique aussi peut être évaluée différemment, comme régression chez Freud ou élan d'union chez Fromm. Énormément d'éléments peuvent être associés à l'océan selon les psychologies singulières, et énormément de différents prismes théoriques peuvent être plaqués dessus. Ce sentiment océanique, je l'associe naturellement à la vie intra-utérine et au narcissisme primaire, mais au fond, simplement parce que j'ai cru bien comprendre que la psychanalyse ramenait tout à la vie familiale et à la prime enfance. Donc ce ne sont pas les thèses plausibles qui manquent, mais comment s'assurer de leur bien fondé, et qu'est-ce qui nous autoriserait à généraliser ? Une évidence plausible et significative n'est pas une preuve définitive. L'évidence ne saurait à elle seule faire science. La cohérence théorique ne saurait non plus à elle seule faire vérité. Et même le consentement de l'analysé, si on y réfléchit, ne saurait suffire de par, 1, l'effet d'autorité du thérapeute, 2, et un peu la psychologie de l'engagement financier de l'analysé. Regardant la psychanalyse en amateur, et essayant de comprendre à quel type de science nous avons affaire, je dirais donc, transitoirement, temporairement, qu'elle est une science relevant de l'interprétativisme associatif. Interprétativisme car le psychologue des profondeurs doit constamment interpréter ou faire interpréter, essayer de traduire le latent en manifeste, comme dit Freud par rapport au rêve. J'ajoute aussi la dimension associationniste, car c'est vraiment l'élément fondamental du rapport à la base empirique, autant dans le sujet que dans l'objet de l'analyse. Tant la façon qu'a le psychisme d'associer les événements mentaux et linguistiques révèle une dimension un peu prélinguistique au sens de langage inconscient. Encore, il est connu que durant la séance de psychanalyse freudienne, l'individu est encouragé à faire des associations libres, et le thérapeute à les relier, les interpréter selon d'autres associations. On comprend d'emblée qu'une telle enquête multiplie les probabilités d'erreur. Les associations libres du lundi ne sont pas nécessairement celles du vendredi. Et le thérapeute, j'imagine aussi, ne pourra pas recueillir les éléments psychologiques de son patient de la même manière selon son état et l'évolution de sa pratique. Et de la théorie connexe, on pourrait même ajouter en fonction de la langue. Les lapsus, ça dépend de la langue. S'ajoute encore la singularité associative du patient. Donc une vidéo entière devrait être consacrée à l'épistémologie de la psychanalyse si je m'en sens capable. Donc cet interprétativisme associationniste étant posé, j'en viens sur ce point qui peut heurter dans notre culture officielle, désormais un peu panculturaliste, qui veut tout expliquer par la culture, et genre-centré, à savoir ce qui dans la psychanalyse est traditionnellement associé à la figure maternelle. Donc, remarque sur le maternel en psychanalyse. La dualité mère et père en psychanalyse, on en a déjà parlé auparavant, mais
je le répète, elle peut quasiment se traduire par une dualité nature-culture. Le giron naturel de la mère d'un côté, le giron social du père de l'autre. Le père étant comparativement plus éloigné de l'enfant, il incarnerait la société, ses interdits et ses frustrations, le principe de réalité. De réalité sociale, j'ajouterais presque. La séparation avec la mère et avec la nature originelle. La mère, comparativement plus proche, incarnerait le lien avec la nature première, la fusion, la tentation de l'enfance, la satisfaction complète de l'enfant due à la présence d'un être qui devance ses besoins, fait tout pour lui, inconditionnellement, ce qui relèverait donc du principe de plaisir. Et qui pourrait aussi nourrir peut-être le sentiment de toute puissance. À tort ou à raison, une partie importante de la psychanalyse s'est construite sur cette dualité biologique première, sans oublier la détresse inhérente du petit humain qui naît dans la plus grande dépendance par rapport à ses parents, par rapport à d'autres espèces plus autonomes à la naissance, on l'a dit. Cette dépendance, cette fragilité due à cette naissance toujours prématurée, appelle des comportements parentaux très forts. Alors certes, des associations plausibles ne sauraient faire science, j'entends, mais ce ne sont pas non plus des constructions culturelles entièrement arbitraires non plus. Je comprends tout à fait que ce genre de discours mettant la femme du côté de la nature, du plaisir, de l'infantilisation puisse très mal passer. Et lorsque l'auteur dont nous allons enfin parler pense la maternisation du monde, je comprends aussi que cela puisse mal passer. En effet, critiquer un temps de rééquilibrage et de visibilisation des femmes après des millénaires d'invisibilisation, voire d'abaissement, paraît, c'est vrai, difficilement compréhensible à nos yeux contemporains. Aussi qu'une politique substitue le soin au viril autoritarisme ne semble pas être catastrophique. Au contraire. Cela étant dit, je crois qu'il faut faire abstraction de ces considérations, ramenant tout au genre et à la lutte des sexes, et comprendre les choses au sens de, si vous voulez, de style éducatif, voire même de style de management, ou même comme style politique. Paternage et maternage. Je ne crois donc pas qu'il s'agisse là simplement de la répétition de la domination patriarcale et de la dévalorisation connexe du féminin. Ici, il va de soi qu'un père peut évidemment être maternant et une mère paternante, on l'a dit. Et encore, figurez-vous, un pouvoir tout à fait autocratique et autoritaire pourrait bien, en effet, exercer son empire par la douce voie inattendue du maternage et de l'infantilisation. Tel est l'objet du livre, où l'auteur cite d'ailleurs assez souvent Tocqueville. Ces quelques remarques étant faites, venons-en enfin au livre. Le malaise, non pas dans la civilisation, mais sans la civilisation, propose le psychologue. L'auteur développe dans ce livre donc l'idée selon laquelle le malaise dans la civilisation est aujourd'hui devenu un malaise sans la civilisation. Il dit cela page 335. Le malaise dans la civilisation est évidemment une référence à Freud, pour lequel le malaise était dû aux inévitables répressions de nos désirs, de nos pulsions, la culpabilité aussi, inhérente à la vie en société. Parler de malaise sans la civilisation, c'est bien mettre l'emphase sur cette civilisation un peu libérale-libertaire, non répressive, où la sexualité n'est plus tabou, mais au contraire encensée, et où le surmoi, le devoir, le principe de réalité, la maîtrise de soi, sont clairement plus des valeurs, disons, tendances. Ainsi, l'auteur comme moi et d'autres pensons percevoir une véritable régression psychoculturelle à l'œuvre, accompagnée par un pouvoir non pas paternant, autoritaire et névrotique à l'ancienne, mais bien maternant, infantilisant et peut-être même psychotique, fonctionnant sous le registre de l'emprise. Au Big Brother is watching you, l'auteur substitue un Big Mother is listening to you. D'un Big Brother vous surveille à Big Mother veille sur vous. C'est page 68 qu'il dit cela. Et à la novlangue se substitue une lovelangue, dit-il encore, page 215. Un passage intéressant sur ce point. Écoutons-le. La plus subtile violence de l'État est peut-être la domination par l'absence de normes. Les émotions semblent les avoir remplacées, une seule en fait, l'amour. L'amour est tout, et tout est amour. Ce serait la devise de Big Mother. Alors c'est vrai qu'il y a dans notre culture un peu anti-philosophique une obsession du pathos. Nos leaders politico-culturels voudraient promouvoir constamment cette indigence consistant à tout ramener au sentiment. C'est la réduction ad pathos, à l'amour et à la haine. C'est un niveau, c'est intellectuellement, c'est un peu un ethnocide intellectuel, tout cela, de tout ramener au pathos constamment. Je trouve donc dans cet ouvrage un grand nombre d'idées que nous avons exposées auparavant, et avec le bénéfice, bien entendu, du talent et de l'expertise du psychologue, qui crédibilise d'anciennes pensées.
Cela me donne donc un peu plus d'assurance quant à l'importance de ce dossier et la légitimité d'une analyse critique de cette hégémonie culturelle et qui semble incarner une véritable inversion civilisationnelle qui est caractéristique de l'Occident, pourrait-on dire, et qui doit faire que les autres cultures doivent avoir quand même du mal à nous comprendre. Dans ce livre, nous trouvons encore beaucoup d'arguments en lien avec notre objet, à savoir la critique de ce freudo-marxisme régressif et hégémonique. Et nous allons exposer quelques-unes des réflexions de l'auteur en rapport avec cet objet culturel. Plus je l'étudie, moins je pense plausible son caractère spontané, et penche sereinement pour son origine synthétique, c'est-à-dire sa fabrication en laboratoire, produit de l'ingénierie en termes de communication, côté artificiel. De la maternisation du monde. Dès le début du livre, M. Schneider parle de maternisation du monde et de la dissolution de la politique qui lui est liée. Pour lui comme pour nous, socialiste ici désignera donc surtout une idéologie qui ramène les questions politiques à des questions sociales, puis dilue les questions sociales dans les questions psychologiques. C'est le triste devenir de la gauche en France. Ajoutant plus loin que la conversion de la politique en morale accompagne la transformation de la société en nurserie. En effet, on retrouve dans son livre cette attention à l'inquiétante mutation de la gauche, surcompensant dans la linguistique et le sociétal, préférant la lutte des sexes et celle contre le patriarcat, afin d'occulter l'abandon de la lutte des classes. Encore une idée qui revient souvent, mais à mon avis à juste titre. Il écrit en effet que, quant à l'inégalité économique croissante, on peut penser que c'est souvent pour la maintenir qu'est affichée la fin des inégalités symboliques. Mais l'auteur ne parle pas tant en marxiste ou en homme de gauche, et semble plutôt s'inscrire dans la tradition lacanienne et tocquevillienne qu'il cite souvent. Cette idée donc d'une lutte émancipatrice, consistant à en cacher une autre, plus fondamentale, à la dévier, est à garder en tête. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de convergence, et des penseurs de la convergence, en effet. Mais cela veut dire que l'usage médiatique, lui, peut l'entendre ainsi, comme occultation et déviation de ce qui est le cas, je pense, d'où la médiatisation extraordinaire de ces combats valorisés, émancipateurs de la part des pouvoirs en place, et cela doit attirer notre attention, on en a déjà parlé ailleurs. De l'autorité. Le chapitre 8, une autorité ordinaire, rejoint plus directement notre enquête sur le freudo-marxisme. Le psychologue nous invite à réfléchir sur cette étrange fascination pour l'enfant, et le jeunisme qui va avec, concluant alors qu'on assiste à une inversion de la transmission symbolique, ce qui équivaut, me semble-t-il, à l'inversion autoritaire dont on a parlé ailleurs, et à l'autorité de l'infantile, congruente avec nos sociétés consuméristes. L'avenir et l'enfant sont ainsi mis sur un piédestal, et le passé et l'adulte rabaissé et occulté. Voilà un trait psychoculturel significatif et décisif. Les pères ne transmettent plus de repères, de valeurs, ne justifient plus la vie. Il y aurait comme une transmission du nihilisme, pourrait-on dire. Quant à la révolution, la déconstruction et la reconstruction de la personnalité de base, Schneider écrit « La personnalité libertaire et le narcissisme deviennent la structure constitutive de la personnalité postmoderne. » Alors que les sociologues et philosophes de l'école de Francfort définissaient une personnalité autoritaire dominante. Mais ici, l'auteur ne détaille pas comme nous l'avons fait, et comme il convient de le faire, je pense, car il y a eu, je crois, une bien réelle prescription, une ingénierie volontaire, et non un simple développement de la société. Bon, c'est une hypothèse, c'est ouvert. La conscience de l'importance de cette culture d'américanisation semble tout de même bien comprise lorsque l'auteur écrit « Cessons d'agiter l'épouvantail du fascisme dès qu'une autorité paternelle se dresse pour s'opposer à la satisfaction de toutes les revendications pulsionnelles d'un peuple enfant. » Rien que ça. Bon nombre de pathologies contemporaines semblent liées à cet effacement du père, quand il ne s'agit pas d'humiliation du père, lui qui incarne frustration, interdit, principe de réalité, vie sociale, normes, etc. La société, d'un point de vue psychanalytique, passerait de maladies d'excès de paternage à des maladies d'excès de maternage. Et il écrit en effet « Autrefois névrosés parce qu'il y avait trop de pères, nous deviendrions à présent psychotiques parce qu'il n'y en a plus assez. » J'observe donc que les vues exprimées dans les autres vidéos sur le freudo-marxisme ne sont peut-être pas tout à fait erronées et que des gens plus compétents que moi sont aussi éblouis par ce phénomène culturel qui nous fait passer d'une pathologie culturelle à l'autre. Ce totalitarisme maternant est donc décrit en ces termes. Écoutons-le.
Big Mother et ses porte-paroles pourchassent ce qui empêche encore l'homme d'être un enfant pour l'homme et assurent une veille sanitaire sans relâche. Convenance du politiquement correct, convenu d'un langage dominant, convention d'un parler faux, tout se résume dans ce convenable absolu, effacer les différences. Sexe, génération, classe, langue, tout s'annule dans une même soumission au maternel. En conclusion, j'ai donc trouvé sous la plume de l'auteur une claire conscience de ce qu'on pourrait appeler un changement, une révolution quant à la personnalité de base. Le psychologue en reste au style éducatif et politique et ne fait pas suffisamment le lien avec le freudomarxisme et la promotion de la société de consommation et encore à l'ingénierie psychosociale qui me semble toujours être une hypothèse audible et crédible. Il demeure que le psychologue, en fin clinicien, remarque beaucoup de traits psychologiques, politiques et culturels vraiment significatifs, et sous certains aspects assez psychopathologiques de ce bain culturel toujours contemporain. Ces éléments méritent compréhension et explication, et c'est la maternisation du monde qui fait à ses yeux la synthèse, le concept central qui permet d'unifier toute cette diversité. Nous parlons donc bien de la même réalité, des mêmes phénomènes, qui peuvent entrer sous la catégorie du maternage, de la régression, de l'effacement du père, peut-être même sous le registre de l'hypersubjectivisme un peu solipsiste, car il y a une dimension mythologique quand même dans notre culture. Cette capacité à tout réduire au pathos, c'est aussi corrélativement une haine de la pensée. Et ce livre me paraissait donc être le bienvenu et constituer un apport bibliographique d'intérêt quant au freudomarxisme par rapport à la nouvelle culture dans laquelle nous vivons et qui n'est pas d'ailleurs plus tolérante, in fine. Donc on reprochera, à mon avis, assez spontanément à ce genre de lecture non seulement de reposer sur une science fragile, si on veut vraiment couper les choses à la base, mais encore d'être conservatrice. Je dirais que par contre, il ne suffit pas de s'opposer au conservatisme pour être dans le camp du bien. L'histoire peut très bien dégénérer. Et le progrès réel n'est aucunement nécessaire, surtout pas à court ou à moyen terme. Quant à la scientificité de la psychanalyse, elle pose en effet question, mais c'est vrai que nous pourrions arriver au même diagnostic, à la même thérapeutique, sans nous référer au socle psychanalytique, parfois juste le bon sens. Et enfin, je ne pense pas qu'on perde non plus son temps à écouter psychologues et psychanalystes, bien au contraire, pour moi ça reste une science reine. Même si les assises de cette science difficile sont évidemment discutable, mais je crois que Freud lui-même était très ouvert. C'est une science en révision, la psychanalyse. Et il a une conscience épistémologique, Freud, non plus. Il n'est pas, peut-être pas si dogmatique qu'on le croit. Donc la raison de cette fragilité, elle relève de l'objet, à mon avis, c'est-à-dire de cette matière étrange et opaque, ou plutôt faussement claire et transparente qu'est le psychisme humain. Et aussi, on pourrait penser à Dilthey, qui disait « les sciences de la nature, on les explique, les sciences humaines, eh bien, on les comprend ». Ou alors peut-être qu'il faut admettre plus radicalement encore, en paraphrasant Kierkegaard, que la psychologie de l'inconscient est le récif sur lequel la pensée pure fait naufrage. Je pense donc que l'espèce d'oppression dont les peuples démocratiques sont menacés ne ressemblera à rien de ce qui l'a précédé dans le monde. Je vois une foule innombrable d'hommes semblables et égaux, qui tournent sans repos sur eux-mêmes pour se procurer de petits et vulgaires plaisirs dont ils emplissent leur âme. Au-dessus de cela s'élève un pouvoir immense et tutélaire qui se charge seul d'assurer leur jouissance et de veiller sur leur sort. Il est absolu, détaillé, régulier, prévoyant et doux. Il ressemblerait à la puissance paternelle si, comme elle, il avait pour objet de préparer les hommes à l'âge viril. Mais il ne cherche, au contraire, qu'à les fixer irrévocablement dans l'enfance. En vain, chargerez-vous ces mêmes citoyens que vous avez rendus si dépendants du pouvoir central de choisir de temps à autre les représentants de ce pouvoir. Cet usage si important, mais si court et si rare, de leur libre arbitre, n'empêchera pas qu'ils ne perdent peu à peu la faculté de penser, de sentir et d'agir par eux-mêmes et qu'ils ne tombent ainsi graduellement au-dessous du niveau de l'humanité.